Retrouvez désormais Fatoumata Bagaga sur Radio Chine Internationale dans votre magazine Zoom Eco. Chaque mardi, vous aurez des sujets variés et diversifiés sur des questions économiques. Zoom Eco, c'est des reportages, des interviews, des analyses et commentaires d'experts sur des questions d'actualité. Un magazine à suivre sur la RCI Dakar sur la 102.9. Zoom Eco, le rendez-vous des bonnes affaires. Merci mesdames et messieurs de nous rester fidèles sur la Radio Chine Internationale. À présent, votre magazine Zoom Eco. Pour ce premier numéro de l'année 2019, Zoom cette semaine sur le rôle de l'association sénégalaise des assurés. Son président Baïdissi, il revient sur le problème que rencontrent les assurés du Sénégal et les solutions qu'apporte son association en temps de litige. Dans la seconde partie de ce magazine, vous aurez les actualités économiques de la semaine, le taux d'échange ainsi que le concept. À la présentation, Fatoumata Bagaga, Fallousso et Mandondo et sur la mise en onde. Vous suivez votre émission Zoom Eco avec Fatoumata Bagaga. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans cet entretien, il va beaucoup être question du différend qui existe le plus souvent entre les assureurs et les assurés, des pistes de solutions et de comment souscrire à une assurance entre autres sujets. Vous écoutez Zoom Eco sur Radio Chine Internationale, Sénégal. Cette semaine, mesdames et messieurs, on va encore parler d'assurance avec le président de l'association sénégalaise des assurés. Son nom, Baïdissi. Il est également le gérant du cabinet SICA, Si Conseil en affaires. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pourquoi mettre sur place tout d'abord une association des assurés? Je vous remercie d'abord de l'invitation que vous m'avez faite donc pour faire connaître cette association et vous parler un peu de ce que l'on fait en général. Donc, je me présente d'abord, je suis Baïdissi, je suis assureur tout d'abord parce que j'ai un cabinet de conseil où je conseille les entreprises dans leur parc d'assurance et dans leurs besoins en assurance. Alors, l'association a été créée pour un simple but, c'est-à-dire que dans tout milieu où il y a de la consommation, en général, se structure un mouvement associatif de consuméristes qui défend les intérêts de ceux qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire que des clients. À l'image de l'association qui défend les assureurs, qui est donc l'association des assureurs du Sénégal, ou alors la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurance, ils sont regroupés dans une structure associative pour défendre leurs intérêts. De notre côté, nous, assurés, on a créé cette association pour pouvoir, disons, défendre nos droits et nos intérêts au niveau des polices que nous avons, au niveau de ces compagnies d'assurance. Et c'est parti d'un constat? C'est parti d'un constat. Le constat est lequel? Je pense que je l'avais déjà écrit dans une revue de la place où j'expliquais que la première réponse qu'un Sénégalais vous apporte quand vous lui parlez d'assurance, c'est que pensez-vous des compagnies d'assurance? Ils ont en fait une image assez négative de ces compagnies pour la bonne et simple raison qu'ils le taxent quasiment même de voleurs. Ce sont des voleurs, c'est ce qu'ils vous disent. J'avais expliqué dans cet écrit que j'avais fait qu'en fait, c'est par méconnaissance de ce qu'est l'assurance, par une désinformation, une information qu'ils devraient avoir, qu'ils n'ont pas, qui leur pousse à donner cette mauvaise image des compagnies d'assurance. Pour ce faire, le constat qui a été fait, c'est que chaque assuré a, à un moment donné de sa vie d'assuré, eu un problème avec une compagnie qui n'a pas été résolu. Souvent, des accidents de voiture où ils sont obligés de courir de gauche à droite pour être indemnisés. On leur donne des explications qui normalement ne tiennent pas debout. Et donc, c'est ce constat qui a fait que donc nous nous sommes réunis, moi, assureurs et des amis juristes, pour créer cette association, pour assister d'abord les assurés, pour les représenter quand il y a besoin, pour les informer sur leurs devoirs et leurs droits en tant qu'assurés. Et avant vous, il y a d'autres associations? Alors, dans ce domaine, dans la branche assurance, il n'y a pas d'association consumériste, donc association
Pour les assurés qui défendent le droit, il n'y en a pas. Par contre, les professionnels, les assureurs, eux, à leur niveau, ont une association qui défend leurs intérêts d'assureurs. C'est récent et jusqu'ici, qu'est-ce que vous avez eu à remarquer? Beaucoup de problèmes d'indemnisation, principalement. Ou alors, souvent, des personnes qui ne trouvent pas une oreille attentive au niveau des compagnies d'assurance, des conseillers en assurance en général, pour leur donner le produit qui sied à leurs besoins. Souvent, ils peuvent exprimer un besoin, mais le produit qu'on leur fait souscrire, qu'on leur donne, ne correspond pas trop aux besoins qu'ils ont. Et fondamentalement, quand il y a sinistralité ou quand il y a une attente de la part de ces assurés, il y a un problème parce qu'il y a une dichotomie entre ce qu'ils ont et ce qu'ils auraient voulu avoir. Et c'est dû à quoi, justement? Alors, le problème d'indemnisation est dû principalement à une chose. C'est-à-dire que, vous savez, s'il n'y avait pas d'assuré, il n'y aurait pas eu de compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance, son rôle premier, c'est de garantir un risque pour que le jour où le risque se produit, que la compagnie puisse être à côté de l'assuré et l'indemniser, donc forcément donc cette indemnisation. On se rend compte que les services qui sont chargés d'indemniser les victimes ne sont pas formés pour prendre en charge la demande de ces assurés sinistrés, pour les guider, les accompagner jusqu'à l'indemnisation. On dirait qu'ils sont formatés, ils sont en fait, comment dirais-je, ils sont formés, ils sont formés comme des flics. C'est-à-dire qu'ils cherchent toujours à aller chercher le pourquoi on ne va pas indemniser, que le comment est-ce qu'on doit faciliter l'indemnisation pour l'assuré. Pour le chercher, les commerciaux en assurance, les conseillers font des pieds et des mains pour avoir des clients, racontent beaucoup de choses. Mais il est important que s'il y a sinistre, que ces conseillers, que ces services, les services sinistres qui les relaient, puissent donc donner à ces assurés ce qu'ils attendent. Donc finalement, les Sénégalais ont raison. Ils ont raison. Ils ont raison parce que la faute... De ne pas souscrire. Non, c'est que des fois, ils sont obligés de souscrire. Vous ne pouvez pas avoir une voiture, rouler une voiture sans pour autant être assuré. C'est une obligation. Mais si vous êtes assuré par obligation, vous avez des droits. Vous êtes assuré pour quelque chose. Vous êtes assuré pour que s'il vous arrive un pépin, que la compagnie puisse se substituer à vous pour garantir votre responsabilité vis-à-vis des tiers. Si vous avez d'autres options, éventuellement pour réparer votre véhicule. Mais pas seulement quand vous avez un accident que vous vous dites déjà, oui, j'ai un parcours du combattant à aller faire. Ça ne doit pas être comme ça. L'assuré doit être, comment dire, sa demande doit être prise en compte de la manière la plus humaine possible, l'accompagner, l'assister, même si au bout, on ne doit pas l'indemniser parce que son contrat ne le prévoit pas, mais quand même l'assister jusqu'à la fin, même si on doit lui dire qu'on ne vous indemnisera pas parce que vous n'avez pas telle et telle option. Et est-ce que les compagnies d'assurance également ne doivent pas revoir leur formation? Voilà, je pense que vous avez touché du doigt là où ça pose un problème. Le problème n'est pas au niveau des assurés. Le problème est au niveau des compagnies d'assurance qui offrent ces produits. Ils n'informent pas assez. Ils n'informent pas assez. Pourquoi ils n'informent pas assez? Pourtant, l'information réelle, vraie, existe. Parce que cette information, elle est légiférée par un code que nous avons qui est le code CIMA. Tout ce que l'on doit savoir est dans ce code CIMA. L'assureur, lui, il maîtrise ce code CIMA. Le conseiller qui va présenter un produit à un assuré, là, je ne sais pas s'il détient toutes les informations qu'il doit communiquer à l'assuré. Parce que voyez-vous, l'assurance, c'est le seul produit que vous venez, vous achetez, vous donnez votre argent et vous partez sans rien. Vous n'aurez le produit, vous ne saurez ce que sert ce produit que quand il y a un problème. Donc, l'assureur, on ne verra sa réelle efficacité que quand ce pourquoi l'assuré a pris cette police arrive et que l'assuré est à côté de lui pour lui dire très bien, voilà ce que vous avez, voilà ce qui s'est passé et lui faciliter un peu tout ce cheminement. Donc l'information, c'est au niveau des compagnies que cela doit venir. Une des obligations d'une compagnie d'assurance par rapport à un assuré, c'est d'abord l'obligation d'informer. C'est la bonne information, précise, actualisée,
en temps et en heure. Face à un client, quel devrait être donc le comportement même d'un assureur? Il y a des informations à recueillir. Il y a des informations à donner parce que souvent... Avant de donner, il faut d'abord avoir des infos sur ce que veut justement le client. Tout à fait. C'est donc le besoin dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez, à l'heure actuelle, je me bats aussi pour certains genres de points de vente que certaines compagnies créent au niveau du Sénégal. On voit dans les stations service, dans les stations essence, on voit dans les boutiques qui vendent les Wari, les Johnny Johnny, des compagnies qui s'adossent à ces points service pour mettre un logiciel et permettre à ces gens de vendre de l'assurance. Déjà, le problème est là. C'est-à-dire que celui-là qui va vendre n'est pas un assureur, n'est pas un conseiller. Il va fourguer un produit. Vous venez pour dire, voilà, je viens d'acheter une voiture, je veux une assurance. Ils vont tout de suite sortir un papier en vous disant, voilà, c'est ça qu'il vous faut, et vous le vendent. Ils n'attendent pas, ils n'expliquent pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vendent. Donc déjà, le premier problème, c'est à ce niveau. Les conseillers, parce que pour être un producteur d'assurance, pour pouvoir présenter des opérations d'assurance, il faut une habilitation. Et cette habilitation est donnée par la direction des assurances. Et elle est relative à des conditions de moralité et à des conditions de capacité. Moralité, parce que quand même, on touche un domaine de confiance. Et de deux, de capacité, parce qu'il y a un quantum horaire de formation obligatoire. Et ça, dans le code CIMA, des articles 500 jusqu'aux articles 530 ou 535, donc suivants, légifère et réglemente la capacité de présenter des opérations d'assurance. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure, le premier problème est de donner la bonne information par rapport aux besoins du client, lui expliquer exactement l'obligatoire et les options, mais le conseiller en général a envie tout de suite de fourguer une police d'assurance et de vendre en fait une prime, lui donner le moins cher possible pour que l'autre ait juste son papier jaune à présenter au policier. Mais il n'en est pas pour autant assuré peut-être comme lui, il le voudrait. Pour indemnisation. Pour indemnisation. Parce que la seule assurance obligatoire, c'est la responsabilité civile. C'est l'assurance qui indemnise les autres à qui vous causez des dommages dans la circulation. C'est plus cher. C'est le minimum, c'est pas plus cher. C'est-à-dire qu'il y a des tarifs, il y a des barèmes. Les compagnies ont la possibilité de donner des pourcentages de réduction ou pas. Mais ceci dit, on ne vend pas que cela. Parce que l'assurance aussi, c'est un bien que j'ai acquis pour une valeur X, 10 millions, 15 millions. J'aimerais que si j'ai un problème, non seulement si je cause dommage à autrui et obligatoirement je dois l'indemniser, c'est l'obligatoire, mais j'aimerais aussi que mon bien qui est à 10 millions, 15 millions, 20 millions puisse aussi être réparé. Et pour ce faire, si on m'a vendu au départ que l'obligatoire, mais ma voiture ne sera jamais indemnisée parce que je n'ai pas cette option. Et c'est là que va se poser le problème. C'est là où se posent des problèmes. Parce que les clients partent des fois des compagnies d'assurance ou des points de vente en pensant être bien assurés. Ah, moi je suis bien assuré. On regarde leur police, ils ne sont pas bien assurés, ils n'ont que l'assurance obligatoire. Des fois, il faut aussi dire à la décharge des compagnies que les assurés aussi achètent le moins cher. Et le moins cher, c'est pas la bonne assurance. Je viens ici, je dis à telle compagnie, je veux assurer ma voiture, il me donne un prix X, 34 000 francs. Je vais à côté chez l'autre assureur pour comparer, je dis je vais être assuré, l'autre me donne une prime de 27 000 francs, ben je vais prendre celui à 27 000 francs. Pourtant, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et maintenant, quand il y a un souci, le client des fois dit, ah non, la compagnie ne m'a pas donné la bonne information. Des fois, c'est eux-mêmes qui achètent aussi la petite prime. En assurance, on ne vend pas de prime. On vend une garantie. J'ai un bien, je veux savoir pourquoi je vais l'assurer, contre quoi je vais l'assurer. Je pense que cette discussion, c'est pourquoi j'ai du mal à dire vendre un produit d'assurance. On conseille un produit d'assurance. La prime vient après. Et ça, je pense qu'il faut le mettre dans la tête des conseillers, des vendeurs d'assurance. Il faut qu'ils se transforment en conseillers. Mais est-ce qu'il doit y avoir même justement de vendeurs d'assurance, puisque c'est tellement sensible? Il faut qu'il y ait des conseillers en assurance. Vous voyez, ma formation... Le conseiller n'est pas pareil. Vendre, il y a une différence. Il y a une différence. Parce que vendre, c'est... J'ai des produits qui sont là, je cherche à les mettre sur le marché, à les fourguer. Et je m'en arrête là. Conseiller, c'est aller au-devant du besoin de l'assuré potentiel qui est en face de vous, c'est discuter avec lui, voir ce qu'il a, ce qu'il lui faut,
et lui donner toutes les informations de ce qu'il peut avoir. Et à partir de là, le diriger vers la police d'assurance qui convient le mieux à ses besoins. Ça, c'est conseiller. Ça, c'est conseiller un client. Et en assurance, on conseille. Parce que je vous disais tantôt tout à l'heure que l'assurance, on ne vérifie son efficacité que s'il y a un problème. Il ne faut pas attendre que ce problème ait lieu pour dire au client, ah, vous savez, à l'époque, quand vous le preniez, vous n'avez pas ça. Il faut, parce que c'est prévoir. L'assureur est quelqu'un qui prévoit, quelqu'un qui estime les dangers potentiels et qui dit au client, voilà, par rapport à tous ces dangers, voilà ce que je vous propose pour vous en prémunir. Au client de dire, je prends ou je ne prends pas. Si le client vous l'amenez à ne pas prendre ce que vous lui proposez, s'il y a un problème, il n'osera pas vous dire, ah, là, vous ne me l'aviez pas dit parce que le conseiller l'aura bien dit. Mais le conseiller a en tête que seulement c'est de vendre. Son but, c'est de vendre. Il ne doit pas vendre. Il doit conseiller. Je le dis. Moi, j'ai fait ma formation. J'ai fait plus de 25 ans de formation en Europe. On ne m'a jamais appelé comme un vendeur d'assurance. Le terme qui sied est conseiller en assurance. Bien entendu, la finalité, c'est que l'assuré potentiel qu'on a puisse souscrire. Mais si on met au devant l'argent, la prime, je veux dire, on s'en sortira pas. Parce que, vous voyez, je vais chez le boulanger, j'achète une baguette de pain. Il me dit, ça coûte 300 francs. Je prends, je peux déguster tout de suite si ça vaut les 300 ou pas. Voilà, la consommation, elle est immédiate et la satisfaction, je la vérifie sur le champ. L'assurance, je viens, je dis, j'ai ma maison qui a 80 millions, j'aimerais l'assurer au cas où il y a un sinistre, incendie, dégâts des eaux, machin, tout. Si le conseiller me donne la police la minimum, c'est-à-dire que m'assurant juste au niveau de certaines garanties et pas d'autres, et que moi je pense être bien assuré, et qu'un jour la maison brûle et qu'on me dise ben vous n'aviez pas pris telle option et telle option, je veux dire, c'est médecin après la mort. Aujourd'hui, le milieu est à assainir. Le milieu est à assainir. Il faut, je pense que les compagnies, à leur niveau elles-mêmes, puissent voir un peu leur stratégie de formation de leurs conseillers et qu'ils bannissent ce que je suis en train de combattre, qui est de s'adosser dans des structures existantes comme ces boutiques dont je vous parle pour essayer de vendre. Parce que ceux qui sont là-bas ne sont pas des conseillers en assurance. Ils savent peut-être vendre du Wari, ils savent peut-être vendre du Orange Money. Dans les stations, ils vendent des produits laitiers, ils vendent de l'essence, du carburant, mais ils ne peuvent pas conseiller des produits d'assurance. Il faut qu'on revienne à la législation dans le code CIMA. Je pense que ça écartera un bon nombre de problèmes qui est issu donc qui naît entre compagnie d'assurance et assuré. Le taux est toujours faible au Sénégal. Alors, le taux est faible parce que tout est lié. Vous voyez, l'assuré qui se dit généralement, ce sont des voleurs, c'est pas lui-même qui va courir vers les compagnies pour assurer quelque chose qui n'est pas obligatoire. Parce qu'il se dit, même si pour l'obligatoire, on a des problèmes, à plus forte raison que si je viens de moi-même, assurer quelque chose qui n'est pas obligatoire, là, je ne sais pas à quoi je vais me confronter au cas où il y a un problème. Donc, si l'information, la bonne communication, elle est diffusée en masse au niveau des assurés, si les assurés arrivent à ne plus craindre les compagnies, si les assurés voient que les compagnies indemnisent de la manière la plus diligente possible, je pense qu'ils iront vers les compagnies pour leur confier les risques qu'ils ont. Les compagnies d'assurance de plus en plus font tout pour ne pas indemniser, c'est la remarque. C'est la beaucoup remarque. De Sénégalais. C'est la remarque. Ils demandent des tonnes de papier. Voilà. Ils demandent des tonnes de papier. Ils vous font courir de bureau à bureau. Des fois même, ils y mêlent même des choses qui ne sont pas professionnelles. C'est du style, vous venez après 6 mois de galère, on vous dit que celui qui a le dossier a un baptême, ou alors le dossier, c'est Madame X qui l'a, mais aujourd'hui sa fille est malade. Et donc voilà, des trucs qui ne sont pas professionnels. Tout ça, faut le dire, pour vraiment à la décharge des assurés, que tout est fait pour vraiment retarder ou ne pas indemniser. Parce qu'ils savent, parce que les compagnies, alors je précise, ce ne sont pas toutes les compagnies. Il y a des compagnies qui sont diligentes,
Il y a des compagnies qui vous indemnisent en temps et en heure, qui vous assistent et qui vous accompagnent. Je ne citerai pas de nom, mais il y en a. Par contre, la majorité est dans ce carcan de pouvoir traîner les procédures d'indemnisation. Souvent l'assuré, qui court derrière un petit 300 000 ou 500 000 francs d'indemnisation, baisse les bras et abandonne parce qu'il n'est pas prêt à aller au-devant des tribunaux qui coûtent de l'argent. Parce que là, il faut prendre un avocat, il faut se donner le temps pour aller récupérer peut-être 500 000 ou 600 000. Ils abandonnent. Là entre en jeu l'association. Là, l'association, si vous êtes adhérent à l'Association sénégalaise des assurés, dont j'ai l'honneur d'être le président, si vous y adhérez, à chaque fois que vous avez un souci, d'abord nous, les assureurs nous connaissent. Ils savent qu'on maîtrise aussi bien l'assurance, le code CIMA, que pour avoir été des assureurs, pour être des assureurs comme eux. Souvent, les problèmes se règlent à l'amiable en quelques correspondances. S'il y a besoin d'aller au-devant des tribunaux, c'est l'association qui prend en charge la représentation de l'assuré devant ces instances judiciaires. L'assuré n'a eu qu'à donner sa prime d'adhésion en début, quand il rentrait, qui est de 10 000 francs par année, mais toutes les autres charges de défense de ses intérêts, c'est l'association qui le prend en charge. On va également parler de pétrole. On parle d'assurance dans le secteur. Quel est aujourd'hui le rôle de l'Association sénégalaise des assurés? Alors, vous voyez, on n'est pas directement impacté. Nous, assurés, donc assurés particuliers, assurés petites et moyennes entreprises qui ne sont pas dans le pétrole, on n'est pas directement concernés par ce sujet. Mais, à ma qualité d'assureur aussi, je peux en parler. J'en parle, c'est vrai que on parle d'une manne financière de 86 milliards de francs CFA dans les 30 prochaines années que le pétrole et le gaz amènent. Je pense que les compagnies d'assurance doivent là, à ce moment, et d'ailleurs ils l'ont déjà fait, ils sont réunis en pool, c'est le groupement des assureurs, un pool pétrole-gaz, pour essayer de capter le volet assurance de toute cette manne financière. C'est-à-dire que c'est quoi un pool? C'est donc l'ensemble des compagnies qui se sont réussies, qui ont signé une convention pour voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir assurer ces risques liés à cette exploitation de pétrole. Parce que si on le laissait aux compagnies étrangères, l'ensemble de cette manne financière ne reviendra pas dans nos pays africains, mais partirait dans les pays des compagnies qui les assuraient. Et le Code CIMA, dans sa législation, a déjà créé des textes pour ce qu'on appelle une préférence nationale pour certains risques qui sont présents dans nos pays CIMA. Ce qui veut dire le pool assurance de l'association que l'association des assureurs sénégalais a mis en place est en train de se battre pour essayer de voir comment, s'il y a un risque lié à l'exploitation de ces ressources se présente, comment ils vont se le dispatcher entre eux afin de les garantir, de l'assurer pour que les primes payées par ces différentes structures de pétrole puissent rester dans nos pays africains et puissent servir aussi au développement de notre pays. Mais est-ce que ces compagnies-là ont la potentialité même ou sont dans les dispositions de travailler dans ce domaine-là? Cette compagnie de notre zone CIMA ne peut pas assurer tout le risque de ces entreprises de pétrole parce qu'ils ne sont pas assez solides financièrement. Mais le pool, qui est un ensemble, qui regroupe en fait tous les assureurs présents dans la zone CIMA, sénégalais par exemple, eux, ils peuvent se partager les risques. C'est-à-dire, il y a un risque, on se dit, il y a un risque à assurer de 100 milliards. La compagnie X dit, mais moi, je prendrai pour 20 milliards. Donc, il recevra une prime en conséquence des 20 milliards de risques qu'il assurera. Telle autre compagnie prendra 10 milliards, telle autre prendra 25. Donc, ils vont se regrouper pour assurer la totalité de ces risques, mais en dispatchant un peu les risques au niveau des compagnies. Ce qui permet que la part que la compagnie choisira sera conforme à sa capacité financière de pouvoir indemniser si jamais il y a un sinistre. On va parler également du cabinet SICA, conseil en affaires. Après plusieurs années dans le domaine de l'assurance, vous avez un peu changé.
comment travailler ou non? Oui, moi, ma méthode, c'est-à-dire que je ne fais pas la course effrénée aux clients. Je préfère avoir quelques clients que je gère de la manière la plus diligente et la plus optimum possible. C'est-à-dire que quand je travaille avec une compagnie, avec une société privée, par exemple, une PME et une PMI, je signe une convention dans laquelle tout ce qui est assurance, je le lui gère. Je gère de l'audit de ce qu'il a. Je lui donne des conseils après avoir fait un peu le diagnostic de ses activités et des risques qui pèsent sur son entreprise, sur son exploitation et je dirais même sur sa fiabilité financière pour lui conseiller de faire telle ou telle chose, de le diriger. S'il a des compagnies de prédilection, il y va. Si maintenant il ne les a pas, je les dirige vers les compagnies qui puissent le mieux répondre à ses besoins dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand une compagnie fait une proposition, je regarde effectivement si ça correspond aux besoins que j'ai détectés moi-même. La police d'assurance suit son cours. S'il y a un souci, un sinistre ou autre, je représente moi-même la société dans les démarches, dans les courriers, dans tout ce qu'il faut jusqu'à obtention de ce que mon client doit avoir. Donc, si j'avais beaucoup de clients, je ne pourrais pas les gérer. Raison pour laquelle j'en gère vraiment un nombre limité, mais que je suis tous les jours. Il y a même des sociétés dans lesquelles je participe à leur réunion de coordination pour donner mon avis sur peut-être leur politique commerciale ou leur politique sécuritaire. Pour être assureur, quelle est la formation justement à faire? Il y a de longues études? De longues études, oui, il y a de longues études, il y a des études moyennes. Les écoles il y en a beaucoup au Sénégal. Il y en a beaucoup, dispensent des modules d'assurance. L'Institut de référence dans le domaine, donc qui sort les cadres en assurance, comme tous les directeurs généraux et les directeurs dans la branche, se trouve au Cameroun, c'est l'IAA, c'est l'Institut africain de l'assurance. C'est vrai que les élites sortent de là-bas. Mais vous voyez, il n'y a pas besoin forcément de sortir d'une école d'assurance pour être dans la branche assurance. La branche assurance englobe une multitude de compétences. Il y a des ingénieurs qui sont sortis de l'ESP, il y a des ingénieurs en génie civil, il y a des économistes, il y a du personnel de santé, parce que l'assurance aussi, c'est les complémentaires maladies et autres. Les compagnies emploient des médecins qui sont chargés un peu donc de gérer un peu tout cela. Mais je pense que c'est une palette assez large. Il y a une ouverture autour de l'assurance. Voilà, il y a une ouverture. Maintenant, si vous venez d'horizons différents de la branche assurance et que vous embrassez la carrière d'assureur dans une compagnie, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une formation interne par rapport aux produits existants, par rapport au marché, qui viendra en complément de votre bagage déjà. Une dernière question. Vous avez été victime dans le quartier, par exemple, qu'on vous dise, voilà, c'est des arnaqueurs. Oui, il y en a. Parce que c'est cette image-là que les assureurs ont. Il y en a, mais bon, je veux dire, je me bats tout le temps, chaque fois que je l'entends, d'expliquer le pourquoi de ces choses. Je suis assureur et je suis fier d'être assureur. Et vraiment, je pense que je ne peux être rien d'autre qu'assureur. Donc, je défends aussi les assureurs, même si des fois, je leur jette un peu des pierres en disant « Ah là, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait ». Mais il faut aussi que les assurés puissent savoir que quand on veut garantir un risque, on ne va pas acheter la prime. Il faudrait qu'ils acceptent aussi de mettre la main à la poche pour pouvoir se prémunir des risques qui sont latents et qui peuvent survenir à tout moment. Et pour ce faire, ils ne viennent pas en disant, moi j'ai eu des clients en particulier qui viennent me dire, écoutez, j'aimerais pour 10 000 francs d'assurance. Je veux dire, ce n'est pas comme ça. On vient avec un risque en disant, voilà, c'est tel risque que j'ai. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi, pour me garantir ce risque? Et les compagnies ont des barèmes édictés par la compagnie, par le code CIMA, dans lequel ils sont un peu souples, faire des réductions, ils peuvent faire tout ça pour pouvoir donc respecter un peu votre budget. Mais je lance encore un message à tous les assurés pour vous prémunir de tous ces problèmes d'indemnisation, de ces problèmes d'information. Rapprochez-vous de l'association qui vous informe d'abord, même si vous n'avez pas de problème. Vous venez chez nous avec un besoin, on vous dira, écoutez, allez dans telle compagnie, demandez telle chose, et même si on fait une proposition, on regarde la proposition qu'on vous fait, on l'étudie,
Et on essaie d'amender en disant non, demandez-leur d'enlever ceci, demandez-leur de rajouter cela, jusqu'à avoir le produit qui sied le mieux à vos besoins pour vous prévenir vraiment des problèmes qu'il pourra y avoir en cas de réalisation de risques. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle donc, mesdames et messieurs, que notre invité était Baïdy Sy, le président de l'association sénégalaise des assurés du Sénégal. Radio Chine Dakar sur 102.9. Radio Jingle. Radio Chine Internationale, merci d'être avec nous. Radio Chine Internationale à Saint-Louis 102.9, à Ziguinchor 106.6, sur 106.6 à Kaolack. Radio Chine Internationale, Sénégal, Dakar 102.9 et on continue sur Internet. Vous écoutez Radio Chine Internationale. Radio Chine Internationale. Radio Chine Internationale. À présent, l'actualité nationale. L'actualité économique au Sénégal, une présentation cette semaine de Ndeye Mariam Fall. Le Sénégal est entré dans la liste des rares pays producteurs d'or en 2009. Depuis, 9 tonnes ont été exportées chaque année, notamment vers la Suisse, qui est l'un des premiers pays raffineurs d'or au monde. Les bijoutiers du Sénégal ont obtenu de l'État qu'une part de cette production leur revienne pour fabriquer des bijoux 100% sénégalais. Mais cette volonté est pour le moment bloquée par des taxes trop élevées. 100 kg d'or pour les 3 prochains mois, c'est la quantité de métal précieux extrait de la mine de Sabodola qui doit être accessible pour les bijoutiers locaux. Le problème est que l'État, qui souhaite les aider, a aussi imposé une TVA à plus de 18%, entraînant un prix de base trop élevé. La délégation générale de l'entrepreneuriat rapide a donné suite à 4873 demandes de financement dans la région de Diourbel pour un montant global de 1,711 376 120 francs CFA, dont les bénéficiaires, principalement des femmes, sont répartis à travers différents groupements d'intérêt économique opérant dans le Baol. Dans ce total, 426 62 665 000 francs CFA sont revenus à 130 bénéficiaires ne faisant pas partie du volet autonomisation des missions de la DER, a-t-on appris lors d'une cérémonie de remise de chèques aux bénéficiaires. Les financements de la DER ont, selon lui, contribué à augmenter la bancarisation à Diourbel, où 4800 comptes ont été ouverts, sans compter la création d'un historique de crédit avec les institutions financières pour assurer les financements ultérieurs. L'adjoint au gouverneur chargé du développement, Sidi Sardier, présent à cette cérémonie, a exhorté les bénéficiaires à faire un bon usage des sommes allouées, mais surtout à rembourser leurs prêts. Le gouvernement, par le biais du ministère du Commerce, a pris toutes les dispositions nécessaires pour protéger le commerce de l'huile d'arachide locale d'une éventuelle concurrence déloyale au Sénégal, a assuré le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Pape Abdoulaye Seck, à Mbambis, dans le département de Foundiougne. Pape Abdoulaye Seck assure que le gouvernement a décidé de soutenir les initiatives visant à raffiner, conditionner et vendre l'huile d'arachide produite au Sénégal par les huiliers. Selon M. Seck, 30% de l'huile d'arachide produite au Sénégal doit être consommée sur le marché national qui, pendant longtemps, était approvisionné en huile végétale importée. Il effectue depuis plusieurs jours une tournée d'évaluation de la campagne agricole 2018-2019. Depuis jeudi, le ministre de l'Agriculture séjourne dans les régions de Fatick et Kaolack, où il a visité plusieurs points de collecte de graines d'arachide en compagnie de ses collaborateurs. La Sénégalaise Marème Mbaye Ndiaye a été nommée à la tête de la Banque Société Générale Cameroun au terme d'une session ordinaire de l'établissement tenue le 20 décembre dans la métropole économique de Douala. Appelé à remplacer le Français Alexandre Béziot, sa désignation entrera en vigueur dès sa validation par la Commission bancaire des États de l'Afrique centrale. Revendiquant 17 ans d'expérience dans la finance, elle était depuis 2016 directrice de cabinet du directeur général du groupe Ecobank en charge de la stratégie et du business process management. Mariem Mbaye Ndiaye hérite d'un établissement fiable de la Société Générale de France,
présentée comme la première banque du pays en termes de financement bancaire avec près de 23% des parts de marché sur l'octroi de crédit. La Société Générale Cameroun, avec 32 agences réparties dans les 10 régions du pays, a néanmoins présenté un résultat net bancaire en baisse de 15 milliards de francs CFA au cours de l'exercice 2016 à 44 milliards de francs CFA contre 59 milliards de francs CFA un an auparavant. À présent, l'actualité internationale. Le reste de l'actualité avec Amadou Tidjane Gaye. La Banque mondiale a annoncé le 18 décembre dernier l'octroi d'une enveloppe de 50 millions de dollars au profit du développement des technologies agricoles en Angola et au Lesotho. Cet appui ira au programme de productivité agricole pour l'Afrique australe, actuellement en cours dans la communauté de développement de l'Afrique australe et visant également le Malawi, le Mozambique et la Zambie. L'initiative est orientée autour de 3 axes que sont la production et la diffusion de technologies agricoles, le renforcement des centres régionaux de leadership et la coordination et la facilitation. Elle devrait permettre de réduire les écarts de productivité agricole entre les 2 pays participants et les autres pays de la région à travers des investissements additionnels dans l'adaptation et la dissémination de technologies. Pour rappel, l'agriculture est la principale source de subsistance pour environ 70% de la population de la communauté de développement de l'Afrique australe. Le Soudan file du mauvais coton. Le pays est de plus en plus confronté à des difficultés économiques avec une inflation atteignant les 69%. Émeute de la faim et des manifestations d'envergure, le pays vit depuis plusieurs jours au rythme des protestations parfois mortelles. Le Soudan, qui connaît déjà une grave crise économique avec une inflation de plus en plus galopante, doit également faire face à la population s'insurge contre la hausse des prix et la pénurie des matières premières. Le constructeur automobile chinois Beijing Automobile International Corporation a inauguré le 22 décembre une usine d'assemblage de véhicules à Batna, à 435 km à l'est d'Alger, en présence du ministre algérien de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, fruit d'une collaboration entre le groupe chinois Beijing Automobile International Corporation et la société algérienne Sariak Auto. L'usine s'étale sur une superficie de 3 hectares. Elle devra produire 30 000 unités par an dans une première étape avant d'atteindre une capacité de 180 000 unités à partir de 2021. Une partie de la production ira sur des marchés situés en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. La Chine atteindra son objectif de croissance économique de 6,5% pour l'année, a déclaré samedi un responsable. Le produit intérieur brut de la Chine atteindra environ 13 milliards de dollars, a précisé le chef adjoint de la Commission nationale du développement et de la réforme lors d'un forum. Au cours des dernières années, la population à revenu intermédiaire de la Chine s'est élevée à environ 400 millions d'individus et cette année, le chiffre dépassera 400 millions, jetant une base sur la transformation économique du pays, a-t-il ajouté. Cette année, la Chine contribuera pour environ 30% de la croissance économique mondiale et le PIB du pays représentera 16% du total mondial, a indiqué un responsable de la Commission centrale des affaires financières et économiques. En 2017, le PIB du pays était de 12 000 milliards de dollars, représentant 15% du PIB mondial, d'après le Bureau d'État des statistiques. Le concept de la semaine. Le concept, une présentation de Lehebe Aïdara. Défini comme étant la propriété que possède une monnaie nationale d'être librement échangée, la convertibilité s'opère selon les époques, soit contre de l'or dans le pays d'émission ou de l'argent dans certains pays, soit contre des monnaies étrangères. Fatoumata Bagaga, à l'origine, le papier monnaie était effectivement un titre de créance payable en métal précieux par la banque qui l'avait émis. Cette assurance de convertibilité a considérablement facilité la diffusion de la monnaie de papier, diffusion qui, à son tour, a contribué à faire tomber la convertibilité en désuétude. Les bouleversements financiers qui ont accompagné et suivi les 2 guerres mondiales ont pratiquement et légèrement mis fin à la convertibilité en même temps qu'à la circulation de l'or monnaie. Aucune banque d'émission dans le monde n'a aujourd'hui l'obligation de remettre des papiers d'or aux porteurs de ses propres billets. L'or monnayé
ou non s'échange comme une marchandise dans le commerce est presque partout réglementé. Avec les accords de Bretton Woods signés le 22 juillet 1944, aux États-Unis, le dollar a remplacé l'or en tant que substrat commun à toutes les monnaies convertibles. Définition de convertibilité totale. Une situation dans laquelle à la fois les résidents et les non-résidents peuvent acheter des montants illimités de n'importe quelle monnaie. Définition de convertibilité limitée, cela signifie qu'une monnaie peut être convertie en partie, tout du moins, dans d'autres monnaies. Lorsque les résidents d'un pays sont interdits d'acheter d'autres monnaies, alors que les non-résidents sont complètement libres d'en acheter ou de vendre la monnaie nationale, ainsi que les investisseurs. Il existe plusieurs degrés de convertibilité selon la plus ou moins forte restriction aux opérations de change et les fonctions de l'importance des mesures prises par la législation pour restreindre ces opérations. La convertibilité est dite totale lorsqu'elle est appliquée à toutes les transactions sans entrave, qu'elles soient commerciales, de services ou financières. La politique de la Tunisie s'appuie sur le maintien et le contrôle des capitaux, c'est-à-dire sur une convertibilité partielle de la monnaie. Aujourd'hui, la Tunisie conserve des contrôles de capitaux qui ont contribué à la stabilité de sa politique de change et de sa politique macroéconomique. Il n'existe pas un régime de change universel ni une règle magique en matière de change. En effet, quel que soit le système de change en vigueur dans le pays concerné, fixe ou flottant, le taux de change doit être proche de son niveau d'équilibre. Dans un régime de convertibilité totale, une monnaie obéit à la règle de l'offre et de la demande. Autrement dit, cela signifie généralement qu'il faut faire un compromis entre le taux de change affiché ou officiel et le taux du marché parallèle de façon à obtenir un taux nominal unique qui permet d'équilibrer l'offre et la demande en question. Concernant précisément la Tunisie, certains indices montrent que les deux taux en question semblent être très proches l'un de l'autre. Il est nécessaire de réduire davantage jusqu'à éliminer toute différence entre le taux pratiqué sur le marché parallèle. La convertibilité totale du dinar condamnera quant à elle tôt ou tard le marché parallèle à disparaître, et cette disparition est d'ailleurs considérée comme une condition sine qua non d'une convertibilité durable et crédible. En revanche, la Banque centrale de Tunisie, BCT, doit dans ce contexte disposer de réserves de change et ou de lignes de crédit extérieures importantes, au moins pour une courte période, afin d'accompagner cette convertibilité et surtout renforcer la crédibilité du dinar sur les marchés de change. Fatoumata Bagaga. Le taux de change de la semaine. La livre sterling coûte 733 francs CFA, l'euro 656 francs CFA, le dollar 573 francs CFA et enfin le yuan, la monnaie chinoise, 83 francs CFA. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de votre magazine Zoomeko présenté par Fatoumata Bagaga, mise en onde par Fallou Sow et Mandondoy. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.